Bon dimanche à tous, excellent réveil, excellente matinée, bienvenue sur Canal, bienvenue dans la matinale, bienvenue dans le Bonjour d'Algérie. Nous sommes déjà le 3 février. Oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, en 2019, la Terre continue de tourner, le plus souvent sans nous. Et ce matin, au programme de la matinale, d'abord l'info, l'actualité du jour, relatée, racontée, résumée par Nejma Harish. Et juste après, c'est l'invité info de la matinale. Avec Nejma Harish, on reçoit aujourd'hui Mohamed Kamaldine Touidjini. Il est procureur de la République près le tribunal de Bab el-Oued. On en parle avec elle, à découvrir ce matin, c'est la thématique choisie, ou à développer en tout cas avec Nejma Harish. Et puis on enchaînera juste après avec nos invités. Un événement s'est déroulé ce week-end, un événement santé médicaments. C'était la grande réunion des fabricants, des laboratoires et des bureaux de liaison. C'était le CIFAL 2019 dans sa 13e édition. Il s'est clôturé hier et aujourd'hui avec nous Abdelrahman Boudiba. On avait donné la parole il y a une semaine à l'organisateur de cet événement. Rappelez-vous, celui qui avait d'ailleurs créé ce fameux dictionnaire, le DAB, le dictionnaire du médicament algérien, le DAM, pardon, le dictionnaire du médicament algérien, Yassine Loubert. Aujourd'hui, c'est l'un des participants qui reviendra un peu à chaud sur cet événement, sur cette 13e édition, sur ce qu'elle a apporté pour un opérateur économique comme celui qu'il représentera ce matin, mais pas que, aussi pour la communauté scientifique. En tout cas, ce sera l'occasion d'en parler. Il s'appelle Abdelrahman Boudiba et il sera sur notre plateau ce matin. En parlant d'événements santé, celui-ci va se dérouler les 7 et 8 février prochains. Il s'agit du sommet pulmonaire. Ça va se dérouler du côté de l'ouest de la capitale, dans un grand hôtel, du côté de Stawali. Et je vous en dis pas plus, on aura le temps d'y revenir dans les prochains jours. Sinon, ce matin aussi, on va revenir sur un programme, celui des technologies de l'information et de la communication au service du développement durable. Pour en parler, nos invités, Friel Oussif, elle est chargée de la communication. Nassardine Semar, il est citoyen, activiste sur le terrain. Et avec eux, on va parler donc des programmes des technologies de l'information et de la com. Voilà, au service du développement. Et on finira tout à l'heure avec Myriam Moussaïd et Siem Knouch. L'une nous raconte ses plantes, l'autre nous raconte ses contes. Et ce sera dans la bonne humeur, forcément. Contes et... Ouais, ouais, c'est pas mal. ça rime très bien. Et ça tombe bien. Qui dit plante dit forcément nature. Et qui dit nature dit forcément le ciel et tendances du ciel. C'est sans plus tarder. C'est avec Fred Cher. La météo, mesdames, messieurs. Suivez l'air du temps avec Mobilis. La météo de ce matin, Fred Cher, Fred, bonjour, c'est à vous. Merci Mahrez, bonjour à vous et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous, très heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Eh bien aujourd'hui, la pluie continue. Comme prévu par Météo Algérie, nous avons eu des averses de pluie sous forme d'orage, parfois mêlées à de la neige vers les hauteurs du centre et de l'est. Aujourd'hui, Météo Algérie prévoit un temps instable, froid. Tout cela est dû à cette limite frontale qui a abordé hier le pays par l'ouest, une limite frontale instable qui a donné des passages nuageux assez denses. Aujourd'hui encore, il continuera à pleuvoir, des pluies assez marquées vers le centre et l'est. Météo Algérie prévoit une quantité de pluie assez importante, donc notamment à l'intérieur. Aujourd'hui, au programme, un temps venteux, des vents généralement de nord-ouest atteignant parfois les 50 km/h au nord. Et puis de la neige. La neige continue à tomber vers entre 800 et 900 mètres d'altitude vers les hauteurs du centre et de l'est. Aujourd'hui, Météo Algérie prévoit aussi une amélioration au fil des heures seulement par l'ouest. Pour l'ouest plutôt. À présent, on regarde ensemble les prévisions concernant la partie sud. Aujourd'hui, le soleil s'imposera largement, il prendra beaucoup de place. On notera encore un temps souvent variable au nord Sahara et au sud des oasis, avec quelques soulèvements de sable au Sahara central. Sans plus tarder, les températures, les voici, elles vont baisser nettement dû au retour de la neige. Un minimum de 2 degrés pour El Beyod, 4 à Betna, 3 à Djilfa, 5 pour Tiaret, 10 degrés à Alger, on attend 11 à Oran, Tlemcen, 12 à Annabas, Kikdal, la wilaya de Chlef, 7 Guelma, Sétif en allant vers le sud. Elle reste stable, on relèvera cet après-midi 20 degrés à Béchar, 29 à Tindouf, 26 à Drar Ain Salah, 20 à Hassim Saoud, 25 à Elizit, Manrasset, Janet, et le maximum reviendra encore à l'extrême sud où le mercure atteindra les 34 degrés. Place ce matin, eh bien place au continent européen.
Aujourd'hui en Europe, le ciel européen sera partagé en deux. L'ouest aura droit à de belles apparitions du soleil. Le soleil s'imposera largement à Londres, à Paris, à Marseille, Madrid jusqu'à Lisbonne. En allant vers l'est, en revanche, le temps sera gris, pluvieux. De la neige est prévue aujourd'hui. Je mets là de la pluie à Berne, à Prague, un temps couvert pratiquement partout vers l'est. Côté température, 1 degré à Prague, 2 Berlin, Copenhague, Berne, 12 à Rome, à Bucarest, Budapest, 19 à Athènes, c'est le maximum. Et puis vers l'ouest, 6 degrés à Paris sous le soleil, 8 à Bordeaux, à Marseille, à Madrid, 14 à Lisbonne et enfin 6 à Londres. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 18h13. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 w.meteoalgerie.dz qui est mis à votre entière disposition. Je vous remercie pour votre attention. Excellente matinée, agréable moment avec vous, Mahrez, et prudence sur la route. À tout à l'heure. La météo vous a été présentée par Mobilis. Voilà, vous l'aurez compris, la tendance est aux pluies sur l'est et le centre du pays. Petite amélioration observée, en tout cas aujourd'hui, du côté de l'ouest du pays. Excellente matinée. Prochain point météo, ce sera midi avec Fadel Chir. Sans plus tarder, c'est l'info, l'actualité du jour, racontée, relatée, résumée par Nejma Harish, qui recevra d'ailleurs, juste après son flash info, un procureur de la République. Celui qui est sur notre plateau aujourd'hui, c'est Mohamed Kamel Din Touedjini. Il est procureur de la République près le tribunal de Bab el-Oued. Nejma Harish, bonjour, c'est à vous. Bonjour Mahrez, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'actualité est prévue la visite à Bourj Bouariri de la ministre de l'Éducation nationale. Nouria Benrabrit devra, au cours du premier jour de sa visite, présider une rencontre avec les cadres et les partenaires sociaux du secteur de la Wilaya. À Tlemcen est prévue également la visite du ministre de l'Énergie qui procédera à la mise en service de plusieurs raccordements en gaz naturel. Il inspectera aussi d'autres ouvrages gaziers, électriques et de services pétroliers. Il procédera notamment à l'inauguration du centre de conservation GPL Naftal. Il mettra aussi en service des distributions publiques de gaz naturel au niveau des communes de Marnia et Sabra. À Tismsilt, visite aujourd'hui également du ministre de la Jeunesse et des Sports. M. Hattab doit inspecter des infrastructures relevant de son secteur au chef-lieu de la Wilaya. Et à Tipaza, une autre visite ministérielle, celle du tourisme et de l'artisanat. Donc, le ministre doit inspecter les travaux en cours au niveau des structures publiques relevant du groupe hôtellerie, tourisme et thermalisme. À Djelfa est prévue également la visite du ministre de la Culture qui doit effectuer donc une visite de 2 jours dans la Wilaya au cours de laquelle il procédera à l'inauguration d'une bibliothèque rurale dans la commune de Bouiret Lahdab. Il inspectera aussi à cette occasion les travaux de réalisation d'internats pour les annexes des arts plastiques et de la musique au chef-lieu de la Wilaya. À Alger, aujourd'hui, le ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement et de la formation professionnelle préside une réunion des directeurs de Wilaya de la formation professionnelle au niveau d'Alger, je disais. Est prévue également aujourd'hui une séance de présentation des nouvelles coupures de billets de banque de 1000 dinars, de 500 dinars, ainsi que les pièces de 100 dinars. Ça se passera au siège de la Banque d'Algérie. Et à Gherdaya est prévue également aujourd'hui une rencontre régionale des wilayas du Sud sur l'économie circulaire ou l'économie verte, regroupement régional de 12 wilayas du Sud. Et le prélude, donc c'est une rencontre préparatoire aux assises nationales sur l'environnement et les énergies renouvelables consacrées, comme je disais, à l'économie verte, dite aujourd'hui économie circulaire. Qui est prévu le 26 février prochain à Alger. Et à Betna, ouverture à l'école des forêts d'un premier atelier régional sur la stratégie générale du secteur des forêts dans le cadre du développement rural en présence du directeur général des forêts. Et à Oran, aujourd'hui est prévu
une rencontre, un colloque régional sur l'application du principe d'exception d'inconstitutionnalité. Et c'est justement ce principe, donc il s'agit d'un mécanisme qui entrera en vigueur le 7 mars prochain, une procédure à caractère exceptionnel créée dans le cadre de la révision de la Constitution de 2016 dans son article 188. Donc une procédure qui permettra pour la première fois dans l'histoire du système juridique national de procéder à un contrôle en aval de la Constitution des lois. Et justement, pour en parler ce matin avec nous, Monsieur Mohamed Touidjini Kemeldine, donc vous êtes procureur près le tribunal de Bab el-Oued. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, je disais le principe d'exception d'inconstitutionnalité. D'abord, on aimerait savoir de quoi il s'agit, en quoi consiste cette procédure exactement, monsieur. Eh bien, tout à fait, comme vous l'avez précédemment dit, madame, que c'est un mécanisme juridique récemment introduit dans la législation algérienne par la révision de la Constitution de 2016, en son article 188 plus précisément. La loi organique numéro 1816 du 2 septembre 2018 est venue concrétiser ce principe constitutionnel. Ce mécanisme juridique consiste en le fait que l'une des deux parties à un procès peut, lors de ce procès, si elle considère qu'un texte législatif dont dépend l'issue du procès ou du litige touche à ses libertés fondamentales prévues par la Constitution, elle peut en demander l'examen par la production de cette exception d'inconstitutionnalité. Est-ce que, par exemple, cela veut dire qu'il y aurait des lacunes dans le système juridique si on fait appel à cette procédure, M. Touidjini? Cette procédure est prévue dans les démocraties les plus avancées. Faire appel à cette procédure ne veut pas dire nécessairement qu'il y a des lacunes dans le système juridique, puisque la conformité des lois est faite par le Conseil constitutionnel systématiquement. Cette procédure est au contraire un moyen de renforcer les libertés et les droits individuels et publics du citoyen. Et donc, parlez-nous des procédures. Alors, la partie prenante doit s'adresser à qui et comment, par exemple? Donc, on peut produire une exception d'inconstitutionnalité devant une juridiction, qu'elle fasse partie de l'ordre judiciaire. C'est-à-dire un juge? Non, l'ordre judiciaire, il y a deux ordres judiciaires en Algérie. Il y a l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. L'ordre administratif, c'est les tribunaux administratifs. Et l'ordre judiciaire, c'est les tribunaux normaux devant lesquels vont les gens pour rester en justice. Dans les deux ordres, judiciaire ou administratif, la personne partie au procès peut faire une exception d'inconstitutionnalité. La procédure pour faire cette exception est très simple. La personne, si elle considère, comme je l'ai précédemment dit, que ses droits fondamentaux, ses droits constitutionnels sont touchés par ne sont pas conformes à la Constitution. La loi qui va être appliquée et qui va déterminer l'issue du litige touche à ses libertés individuelles, si la personne considère ainsi, elle peut produire cette exception. Elle doit la produire, alors sur la forme, elle doit la produire par un écrit indépendant de l'instance initiale, qui doit être motivé et écrit. Elle la présente au juge devant lequel est exposé le litige. Le juge va trancher immédiatement et sans délai la recevabilité ou non de l'exception d'inconstitutionnalité. Il ne va pas voir le fond, c'est-à-dire il ne va pas dire que la loi ou le texte législatif qui a fait l'objet d'une exception d'inconstitutionnalité est conforme à la Constitution. Non, il va dire que si cette loi, si cette exception d'inconstitutionnalité est recevable ou pas. Est-ce que le juge est seul habilité à être habilité à juger de l'irrecevabilité ou non de cette exception d'inconstitutionnalité? En fait, le juge de première instance décide de cette recevabilité immédiatement. Donc il est le seul à décider?
C'est dépendant du stade de l'instance. Parce que cette exception peut être présentée devant le juge de première instance, elle peut être présentée devant le tribunal criminel, elle peut être présentée en matière pénale, en matière civile, en matière administrative, elle peut être présentée devant la cour d'appel. Tout dépend de l'instance juridique auquel est soulevée. Devant laquelle est présenté le litige. Le litige. C'est elle qui peut trancher la recevabilité de l'exception. En revanche, dire que la loi ou le texte législatif en question est anticonstitutionnel ou conforme à la Constitution ne relève que du Conseil constitutionnel, qui est la seule instance habilitée à trancher sur cette question. Et est-ce que ça concerne des domaines bien définis? Est-ce que les affaires relèvent d'un domaine, par exemple, social, économique, ou bien ça touche toutes les affaires? C'est l'ensemble du corpus juridique qui peut faire l'objet d'une exception d'inconstitutionnalité, aussi bien sur le pénal, aussi bien sur le civil, aussi bien sur l'administratif. Quand on dit civil, c'est toutes les matières relevant du civil, le commercial, le foncier, le civil, les prud'hommes, et ainsi de suite. Quand on dit le pénal, c'est toutes les matières relevant du domaine pénal, c'est-à-dire les infractions, contraventions et crimes. Et qu'en est-il du tribunal criminel, justement? Est-ce qu'elle est appliquée, cette procédure juridique? Elle est applicable parce que la loi, comme vous l'avez déjà dit, la loi organique 1816 du 2 septembre 2018 n'entrera en vigueur que le 7 mars 2019. Donc, techniquement, c'est possible de faire une exception, de soulever une exception d'inconstitutionnalité devant le tribunal criminel. Et une fois que la requête est acceptée et reçue, comment est réglée l'exception d'inconstitutionnalité et dans combien de délais? En fait, lorsque l'exception d'inconstitutionnalité est soulevée devant n'importe quelle juridiction, le juge de cette juridiction va examiner l'exception sur le plan formel. Les conditions de forme sont que l'exception doit être présentée par un écrit distinct et motivé. L'exception d'inconstitutionnalité doit porter sur un texte législatif dont dépend l'issue du litige, que le texte législatif n'a pas déjà été déclaré précédemment par le Conseil constitutionnel qu'il est constitutionnel. Ces conditions réunies, si ces conditions réunies, le juge transmet la demande à la Cour suprême ou au Conseil d'État en fonction de la juridiction devant laquelle a été présentée l'exception d'inconstitutionnalité. Une fois transmise devant le Conseil constitutionnel ou la Cour suprême, ces deux instances, distinctes bien sûr, disposent d'un délai de 2 mois pour examiner encore une fois la recevabilité de cette exception. S'ils considèrent que le caractère, que cette exception présente un caractère sérieux et qu'elle réunit les conditions précédemment citées, ils vont renvoyer cette exception devant le Conseil constitutionnel qui va lui trancher sur le fond et dire que tel ou tel autre texte législatif est inconstitutionnel ou pas. Et le cas échéant, est-ce que la personne peut faire une deuxième requête si par exemple après un refus? Lorsque la personne introduit une demande, une requête d'inconstitutionnalité, elle soulève l'inconstitutionnalité d'un texte législatif, elle dispose des moyens légaux pour refaire, si elle refait, lorsque le Conseil constitutionnel se prononce, il faut dire que la décision est notifiée au Conseil d'État, à la Cour suprême, qui en informe la juridiction devant laquelle a été soulevée la question d'inconstitutionnalité, l'exception d'inconstitutionnalité, et la décision du Conseil constitutionnel est publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Très bien. Est-ce que cela ne va pas amener le Conseil constitutionnel à modifier certaines lois par rapport justement à des requêtes soulevées quand il y a trop de demandes sur un sujet bien défini? En fait, là, c'est une projection, madame. Pour le moment, la loi n'est pas encore entrée en vigueur. Très bien. L'avenir nous dira
la position du Conseil constitutionnel. Ce qui est sûr, c'est que ce mécanisme permet aux citoyens qui va devant la justice de participer activement juridique quant à l'inconstitutionnalité de textes législatifs. Très bien. Et est-ce que, donc, vous venez de le dire, elle sera appliquée, elle entrera en vigueur le 7 mars prochain. Oui. Est-ce que vous êtes suffisamment prêt, justement, pour l'application de ce nouveau mécanisme? En fait, il y a eu un colloque national sur la question il y a 2 mois de cela au Centre international de conférence avec la participation de hautes personnalités nationales. Il y a un travail de vulgarisation et d'information par rapport à cette exception d'inconstitutionnalité qui est fait activement par le ministère de la Justice. D'ailleurs, il y a des colloques régionaux qui sont organisés régulièrement. Par exemple, la semaine passée, il y avait un colloque à Alger, dans la région centre. La semaine d'avant, ou 15 jours avant, il y avait un colloque, une réunion régionale à l'Est. Et aujourd'hui même, il y aura une réunion régionale à l'Ouest. Toutes ces réunions sont transmises par visioconférence instantanée à l'ensemble des cours de justice qui dépendent du ministère de la Justice. C'est-à-dire que chaque réunion régionale est transmise en simultané par visioconférence à l'ensemble des magistrats qui assistent au niveau des cours de justice dont ils dépendent. Donc bien sûr, l'objectif étant d'informer et vulgariser davantage sur les principes d'application de ce mécanisme. Vous savez, l'Algérie n'est pas le seul pays, il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance. On citera à titre d'exemple la France. Donc le Conseil constitutionnel français enregistre chaque année pas moins de 200 saisines sur l'inconstitutionnalité de la loi et n'en accepte qu'une soixantaine. À votre avis, comment ça va être pour le système juridique algérien? Tout à fait, en droit comparé, le système français d'exception d'inconstitutionnalité, d'ailleurs appelé QPC, question prioritaire de constitutionnalité en France, comporte un certain nombre de saisines. Pour nous, pour l'heure, on ne peut que se projeter après l'entrée en vigueur de la loi. J'espère que ce mécanisme permettra un renforcement assez conséquent des libertés et des droits du citoyen et pourra lui permettre de veiller à la constitutionnalité des textes législatifs, encore une fois, qui ont été déjà contrôlés par le Conseil constitutionnel, conformément à la Constitution. Très bien. Monsieur Touidjini, de par votre expérience, à votre avis, ça va concerner quel type d'affaires le plus? Par exemple, vous traitez beaucoup plus quoi? Vous traitez quel domaine d'affaires? Vous savez, au niveau des tribunaux, et au niveau des instances judiciaires en général, on n'est pas spécialisé dans un certain type d'infraction. Par exemple, pour le cas du droit pénal, on n'est pas spécialisé. Mais je voulais dire les plus courantes. À votre avis, ça va concerner quel domaine? Ça va concerner tous les domaines, madame, puisque la loi permet de faire cette exception sur n'importe quel texte législatif dont dépend l'issue du procès, y compris si le texte législatif relève du domaine pénal, y compris si la personne qui soulève cette exception est en détention. Très bien, merci. Donc je rappelle, Monsieur Touidjini, que l'exception d'inconstitutionnalité est avant tout une disposition qui relève du souci du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en vue de promouvoir davantage les droits et les libertés fondamentales pour l'édification d'un État de droit. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes procureur principal près le tribunal de Ben Oued. Voilà, c'était l'invité de la matinale. Je vous retrouve. C'est à vous. Merci Nejma Haresh, merci aussi à votre invité Mohamed Kamaldine Touidjini. Quant à nous,
On se retrouve dans quelques instants. On va parler d'un événement qui s'est déroulé ce week-end. C'est un événement santé. C'était la grande réunion de la grande famille du médicament. C'est le CIFAL. Dans son édition 2019, il s'est déroulé à la SAFEX. Et d'ailleurs, ce sera l'occasion de donner la parole à présent à l'un des participants, Abdelrahman Boudi, qui représente aujourd'hui un pharmaceutique. Il sera là pour nous parler du produit national, de la production nationale du médicament. Principe générique, est-ce que le débat existe encore ou pas, ou en étant dans la sensibilisation? Ça, ce sera dans quelques instants, juste après ce reportage sur un autre salon cette fois-ci. Un autre salon, le salon international des équipements et services de l'hôtellerie, de la restauration et des collectivités dans sa 13e édition. Il s'agit d'un salon qui a été suivi, raconté par Soumeya Zelouali. Allons-y. En progression constante, le Salon international des équipements et services pour l'hôtellerie, la restauration et les collectivités, CIEL 2019, se veut le reflet d'un secteur dynamique. Il ouvre ses portes cette année dans sa 13e édition pour conforter sa position de carrefour incontournable pour les professionnels des métiers de l'hospitalité. Il y a des normes, il y a des façons de faire les choses pour que ça soit fait comme ça se fait ailleurs. Quand on voit ailleurs la qualité des services, c'est parce que les gens ont été formés et qu'ils ont les compétences pour offrir le service pour lequel ils sont là. Ce salon est l'occasion pour les hôteliers ainsi que les artisans de moderniser le monde de l'hôtellerie et du tourisme, quand on sait que 1200 projets d'hôtellerie et de tourisme sont accordés par le ministère. 800 d'entre eux sont en cours de réalisation, dont certains ont atteint 70% de taux de réalisation et ils vont être réceptionnés dans les 5 ans à venir. Ces hôtels vont être aménagés par des sociétés et des artisans algériens aux standards internationaux. Réunissant 100 exposants, le salon a pour objectif d'être un générateur de business et de synergie positive entre professionnels, investisseurs et gestionnaires dans le domaine de l'hôtellerie, de l'artisanat et du tourisme. Notre participation aujourd'hui à ce salon dédié spécialement au tourisme nous permet de présenter nos produits qui consistent en des équipements hôteliers tels que les chambres à coucher, les meubles et les équipements de restauration. Les Algériens et les Algériennes peuvent travailler et apporter un nouveau design qui est propre à nous, propre à l'Algérie, avec nos traditions, pas nos traditions plutôt, voilà, mais dans le moderne, apporter du nouveau, voilà. Les artisans algériens, eux aussi, ont leur place ici. Leurs produits faits localement serviront à décorer nos hôtels pour leur donner un cachet original et typiquement algérien. Cette manifestation se poursuivra jusqu'au 5 du mois en cours. La vente, ça reste quand même important de savoir raconter. Voilà, c'était donc Soumeya Zelouali qui nous racontait cette 13e édition du fameux Salon international des équipements et services de l'hôtellerie, de la restauration et des collectivités. Alors ce salon s'est déroulé la semaine dernière et d'ailleurs Faiza Goussem était notre invité il y a quelques jours pour annoncer cette nouvelle édition. Une autre édition qui se clôture. Alors ce qui est bien, c'est qu'on parle et de la préparation de ces événements, aussi on revient par la suite sur le déroulement de cet événement et pas toujours avec la même personne. C'est ce qui donne un regard nouveau avec nous aujourd'hui. Abdelrahman Boudiba, bienvenue docteur. Merci. Alors vous êtes secrétaire général d'un laboratoire 100% algérien, Frater Razès. On va en parler dans quelques instants si vous le permettez. Alors vous avez pris part au CIFAL. Bien sûr. CIFAL 2019. Oui, on a pris part au CIFAL 2019 au même titre que les autres laboratoires fabricants algériens. Donc c'est une fenêtre vers l'extérieur. Ça nous permet quand même de promouvoir la production nationale en matière de produits pharmaceutiques. Est-ce qu'il existe beaucoup de réunions aujourd'hui, beaucoup de manifestations qui réunissent la grande famille de la santé et du médicament en particulier, car pour le CIFAL, c'est un peu ça. Oui, effectivement, il y a plusieurs salons, plusieurs rencontres qui concernent le produit pharmaceutique, oui, parce que c'est un secteur qui est très structuré et donc on assiste actuellement à une croissance et développement de ce secteur et c'est pour cette raison qu'on a multiplié notre présence, c'est-à-dire la présence des laboratoires dans ces salons pour promouvoir les produits fabriqués en Algérie. Cela vous rapporte quoi en réalité ? C'est de la promotion. Vous avez répondu en fin de compte à la question avant que je la pose, mais il serait bien de détailler un peu que vous apporte de telles manifestations, vous, en tant que laboratoire et opérateur économique.
c'est une vitrine pour l'image de marque de nos produits. Ouais. Ça nous permet de promouvoir la production nationale, et notamment le générique, parce que la plupart des producteurs nationaux sont des génériqueurs de pharmaceutiques. Oui. Et c'est pour cette raison qu'on essaye de vulgariser cette production à travers ces et de promouvoir pour surtout les spécialistes de la santé, notamment nationaux et internationaux, parce que nous assistons actuellement à la présence de personnalités internationales au salon qui se sont déroulés ici en Algérie. Alors, il y a une quinzaine d'années avait été lancé le débat élargi dans les médias sur le générique et le principe. C'était vers 2004-2005, on commençait à en parler beaucoup. On commençait aussi à vulgariser, à sensibiliser la population sur le fait que le générique soit absolument la même chose que le principe, parce que c'était juste une question de temps pour qu'il y ait beaucoup de génériques qui puissent sortir par la suite et qu'il n'était pas forcément obligatoire d'acheter le principe, parce qu'il fallait plutôt aller vers le générique. On en est où aujourd'hui sur cette question? Est-ce qu'il y a encore débat? Faut-il encore continuer à sensibiliser, ou est-ce que vous pensez que le citoyen algérien dans sa globalité a compris? Moi, je pense que cette phase est révolue, la phase de mettre en doute les génériques en Algérie. Effectivement, de par le passé, seuls les laboratoires fabricants de princeps étaient présents dans les années 90, au début des années 90, mais avec la loi sur la monnaie, le crédit, la libéralisation du marché, notamment celui des produits pharmaceutiques, on a assisté au développement du secteur pharmaceutique algérien, notamment le secteur du générique. Mais il faut dire aux citoyens aussi que le générique est une copie conforme du principe. C'est la même molécule, c'est la même formule. Et en plus, nous disposons actuellement de toutes les capacités scientifiques. Nous avons le personnel requis et nous avons acquis quand même une certaine notoriété en matière de fabrication de produits pharmaceutiques. Je pense que actuellement, nous maîtrisons totalement la fabrication des produits pharmaceutiques en Algérie, notamment le générique. Ouais. Alors vous êtes anti-génériqueur, c'est ça? Non, génériqueur. Ouais. Vous êtes génériqueur pour quelle pathologie, quelle maladie, quel type de médicament? Pour toutes les pathologies. Nous avons, on touche à toutes les pathologies, c'est-à-dire que le générique, de par les formes galéniques, déjà il y a les formes sèches, les formes injectables, stériles, la biotechnologie et les vaccins. Actuellement, les vaccins. Votre grande spécialité? Nous, on touche à tous les produits. À tous les produits. Actuellement, le laboratoire Frater-Azès est fabricant de la forme sèche, de la forme injectable stérile, de la produits issus de la biotechnologie. Et durant l'année 2019, nous allons avoir une unité de fabrication d'extraits allergéniques, c'est-à-dire de vaccins, en collaboration avec le numéro 1 mondial, ALK, le danois, fabricant d'extraits allergéniques. Alors, si vous le permettez, on va replonger dans cette édition. On va y revenir dans quelques instants avec vous. Vous allez nous parler des moments forts que vous avez vécus en tant qu'exposant. C'est Noloud Abouzgaou qui s'est déplacé à la SAVEX et qui nous raconte un peu ce CIFAL dans son édition 2019. Allons-y, Noloud. 110 laboratoires pharmaceutiques ont pris part à cette 13e édition du Salon de la pharmacie en Algérie. 95% des participants sont des laboratoires dont la production est à 100% algérienne. Les entreprises, soucieuses d'appliquer toutes les normes internationales de production et de stockage, s'organisent en filière afin de donner le meilleur produit pharmaceutique aux consommateurs. Je suis délégué chez le laboratoire Frater-Azès, qui est un laboratoire 100% algérien et qui existe depuis plus de 25 ans. Alors on a 4 pôles d'activité et 4 lignes de production et plus de 150 produits sur le marché. D'autres laboratoires, même dans un marché national hautement concurrentiel, visent l'exportation. La production reste toujours nationale qui respecte parfaitement les normes de production. Le laboratoire pharmaceutique algérien, ça fait maintenant plus de 13 ans d'existence, avec des normes bien sûr BPF, donc bonnes pratiques de fabrication, et bien sûr une exportation vers les pays de la CEDEAO en Afrique. Donc nous faisons toutes les spécialités, les thèmes thérapeutiques actuels, et nous visons bien sûr l'innovation, grâce bien sûr à la nouvelle forme ophtalmique. Toutes les normes de production et de stockage sont respectées. La distribution aussi doit être au diapason des normes. Ainsi, d'autres boîtes se spécialisent dans cette mission ô combien importante. Notre activité est de faire distribuer les médicaments au territoire national. Donc on est un distributeur, ce sont mes femmes. C'est une filiale parmi le groupe Frater-Azès.
reconnue dans le territoire national. Donc on fait la production des injectables distribués aux pharmacies centrales des hôpitaux. Notre activité exactement, c'est de travailler avec les pharmaciens directement. Donc on fait toute la gamme qui existe en Algérie. On travaille avec tous les laboratoires. Donc on a des concurrents bien sûr. Depuis son ouverture le 30 janvier dernier, le CIFAL a suscité l'intérêt de plus de 6000 visiteurs, des professionnels de la santé, médecins, pharmaciens ou encore coachs sportifs afin de parfaire leurs connaissances. Je le trouve très bien. Il y a beaucoup de labos qui sont présents. Je le trouve diversifié aussi. Donc oui, c'est intéressant. Les médicaments et certainement les compléments alimentaires sont obligatoires pour un pratiquant, pour un athlète ou pour un pratiquant qui fait du sport plus de 3 fois par semaine. Il faut toujours compléter sa nutrition par des compléments alimentaires comme le magnésium, l'oméga 3. C'est essentiel parce que quand on fait une pratique sportive, on a toujours des carences en gras. Pour nous booster pendant le sport, il y a d'autres compléments alimentaires comme le miel, le pollen. C'est intéressant aussi pour avoir du tonus pour faire nos séances de sport. Pour un coach sportif, c'est avoir plus d'informations par rapport aux compléments alimentaires parce qu'il y a plusieurs compagnies qui ont fait des formations de nutrition, de pharmacologie. Et c'est intéressant pour un coach sportif d'avoir plus d'informations dans d'autres domaines dans ce genre. Le CIFAL, placé cette année sous le thème « La pharmacie à l'ère du générique et du biosimilaire », est un rendez-vous incontournable pour les professionnels de la santé et surtout une preuve d'une volonté politique afin de faire de l'Algérie un pôle biotechnologique par excellence. Non, Louda Bouzga, vous avez suivi ce reportage, ça va, il résume bien votre aventure. Voilà, ça va. Il paraît c'est beau en tout cas, le CIFAL. Oui, c'est très beau, c'est toujours beau. Hein, oui. toujours beau hein. Alors du coup... C'est à l'image de l'industrie pharmaceutique nationale. Hein. Très jeune, cette industrie pharmaceutique nationale. Oui, mais qui prend sa place actuellement, qui prend sa place au fur et à mesure. Vous êtes combien de labos en Algérie? Est-ce qu'il y a un chiffre? Il y a un chiffre, c'est-à-dire par rapport aux fabricants, ça dépasse la centaine, ça dépasse la centaine. Ouais, ça dépasse la centaine. Plus de 100 laboratoires. Ouais, fabricants. Là, juste pour savoir, j'ouvre la parenthèse, c'est nullement de la publicité, mais vous donnez le nom de votre labo et de prime abord, on a l'impression que c'est un labo étranger. Le choix du nom est fait exprès? Non, le choix des Frater Razès, c'est Frater par rapport aux frères. Oui. Les fondateurs du groupe, ce sont des frères. Et oui. Razès par rapport aux savants musulmans, Razi. D'accord. De par la traduction grecque, Razès. Alors du coup, on va parler un peu de la biotech. En coulisses, vous me disiez il y a quelques instants, les grands laboratoires dans le monde s'orientent vers la biotech. Quelle est la vraie raison de tout cela? Effectivement, oui. La biotech actuellement, ça devient le pôle d'attraction des laboratoires pharmaceutiques. Effectivement, oui. En 2019, 50% des molécules enregistrées sont des molécules issues de la biotechnologie. Oui. Donc les perspectives placent à l'avenir que 80% des produits qui seront enregistrés seront des produits issus de la biotechnologie. Qu'est-ce que la biotechnologie? La biotechnologie, c'est les médicaments issus de la culture cellulaire, c'est issus d'organismes vivants, c'est-à-dire cellules, bactéries, levures. Donc, contrairement aux produits chimiques issus de produits chimiques, dans la synthèse de chimiques, oui. Et là, c'est une culture cellulaire, c'est la culture cellulaire pour mettre en place les biosimilaires, ce qu'on appelle les biosimilaires. Les laboratoires dans le monde ont pris de l'avance, on les a suivis en développant le générique en Algérie. Vous voulez dire que c'est une opportunité d'avoir un grand raccourci pour les rejoindre en allant directement sur la biotech? Bien entendu, nous avons quand même dépassé le cap oui. de la fabrication des produits pharmaceutiques en matière de forme sèche, en matière d'injectables. Oui. On va aussi se diriger vers la biotech, parce que la biotech, c'est l'avenir. Pour l'Algérie aussi, il n'y a pas que l'intérêt des industriels nationaux, il y a oui. l'intérêt de l'Algérie qui doit avoir une certaine sécurité sanitaire et ne plus dépendre des importations. Quand vous avez une fabrication locale, quel que soit le produit, vous assurez une certaine sécurité sanitaire pour votre pays.
Alors, juste sur la biotech, est-ce que ça fonctionne comme les médicaments chimiques que l'on a toujours connus? On crée une formule, on l'enregistre, nous avons le monopole pendant de longues années, et puis à un moment, ça tombe dans le domaine public et c'est développé par la suite par d'autres labos. Justement, dans la biotech, on ne parle pas de générique, on parle de biosimilaire. Parce qu'il y a toujours une variante minime de l'organisme où on fait l'extraction du produit, on fait la culture pour avoir le produit. Donc il y a toujours une différence minime, c'est pour ça qu'ils sont appelés communément biosimilaires et non produits génériques. Et ça fonctionne de la même manière? Ça fonctionne de la même manière, la même efficacité thérapeutique. Non, mais pas sur l'efficacité thérapeutique, c'est-à-dire sur les mêmes indications. Non, qu'on se comprenne. Il faudrait que je trouve les bons mots pour vous faire arriver l'idée. C'est-à-dire que je suis un laboratoire, je développe mon médicament. Bien sûr. Est-ce que ça fonctionnera comme entre le principe c'est le générique? C'est-à-dire pendant un moment, j'aurai le monopole de cette production, j'aurai le monopole de produire ce médicament et aucun laboratoire n'aura le droit d'accéder à... Non, justement, pour les biosimilaires, chaque laboratoire peut avoir son propre biosimilaire. D'accord. Elle n'est pas totalement identique, c'est pas comme les produits chimiques, mais il y a une biosimilarité des produits, donc il y a des différences minimes, des différences naturelles minimes, mais il faudrait s'assurer que cette différence naturelle minime n'influence pas l'action thérapeutique, l'efficacité et l'innocuité du produit. L'homologation se fait en Algérie? L'homologation se fait en Algérie, au même titre que les autres biosimilaires. Peut-on ouvrir une parenthèse inattendue? Vous avez travaillé au ministère de la Santé, vous étiez au niveau de la direction, rappelez-moi. J'étais au ministère de la Santé, mais je préfère parler au nom de notre laboratoire. Non, vous parlez au nom de votre laboratoire. Je voudrais revenir sur la question de l'homologation. Oui. Je ne vais pas vous mettre dans la gêne. Il y a quelques mois, on va dire quelques années, il y a eu la fameuse polémique sur un médicament qui n'a été ni homologué, ni testé, ni autre, mais qui s'est fait une réputation grâce à certaines personnalités qui ont pris la parole et et je pense que vous savez de quoi je parle déjà. Il s'agit du médicament qui devait, soi-disant, guérir le diabète de manière miraculeuse. Vous en avez pensé quoi déjà à l'époque? Moi, j'y étais pas, tout d'abord. Bon, non, je vous dis pas en tant que ministère, je pense que cette question, de la santé. Je comprends votre question, je comprends profondément votre question, mais le problème, vous parlez d'un complément alimentaire et non d'un médicament. Qui avait été annoncé comme étant un médicament miracle. Vous savez, nous avons une réglementation en Algérie qui régit le complément alimentaire et le produit pharmaceutique. Oui. Dans la panoplie de la thérapie, vous avez l'alimentaire, vous avez le médicament et entre les deux, ce qu'on appelle communément, en langage international, les alicaments, c'est-à-dire les compléments alimentaires. Ils ont leur réglementation en Algérie. Le produit pharmaceutique a une réglementation en Algérie. Donc, il y a des dossiers à soumettre au ministère pour l'approbation de ces produits. Nous sommes aussi, Frater Assès, nous sommes aussi leaders dans le complément alimentaire. Ça fait 23 ans que nous avons des produits que nous avons nous-mêmes développés et nous n'avons eu aucun problème parce qu'il faut suivre la réglementation en vigueur mise en place par les autorités sanitaires. Alors, je vais vous reposer la question différemment. Vous êtes médecin, docteur. Alors, comment vous, à cette époque-là, vous vous êtes senti quand vous avez vu la campagne qui a été menée pour ce complément alimentaire qui, pour beaucoup et des millions de diabétiques, était considéré comme un médicament? Vous savez, de par... Beaucoup de médecins, beaucoup de laboratoires, beaucoup de professionnels de la santé étaient à l'époque, je ne dirais pas choqués, un autre terme résumerait mieux la chose. Vous savez, il y a une réglementation qui régit ces produits. D'accord. Une réglementation qui stipule qu'il faut des dossiers, qu'il faut des études, parfois des études cliniques, parce que un produit, il faut l'étayer par des études, il faut l'étayer par des publications. On ne peut pas dire comme ça, de prime abord, que le produit est bon ou pas bon. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire, moi personnellement, je ne peux pas vous dire le produit est bon ou pas bon, parce qu'il faut consulter le dossier. Moi, je n'ai jamais eu affaire à ce produit, donc je n'ai pas consulté le dossier. Par honnêteté intellectuelle, je ne peux pas dire que ce produit est bon ou mauvais, parce qu'il y a une réglementation. Je pense qu'il y a des experts S-qualité qui se prononcent sur l'efficacité, la qualité de ces produits. Il leur revient de droit, après avoir examiné des dossiers, de confirmer ou d'infirmer l'efficacité du produit.
Quels sont les projets de votre laboratoire? Nous allons bientôt, après bien sûr les formes sèches, les formes injectables, stériles et la biotechnologie, nous allons nous engager dans une autre voie thérapeutique, à savoir les vaccins. Nous allons fabriquer les extraits allergéniques. Ça sera la première, et une première mondiale aussi pour qu'un leader mondial en la matière puisse donner ses produits à la fabrication au niveau national. Donc nous allons le fabriquer, Inch'Allah, durant le courant de cette année, en partenariat avec Pasteur, l'Institut Pasteur d'Algérie, sous l'égide du ministère de la Santé. Nous allons, Inch'Allah, vers la fin 2019, mettre à la disposition de nos malades ces produits qui sont souvent en rupture. Effectivement. Quel type de vaccin? C'est les extraits allergéniques pour, les extraits allergéniques pour soigner, pour la désensibilisation des allergiques, des malades allergiques. Et ce sera une première aussi en Algérie? Oui, bien entendu. On vous souhaite beaucoup de belles choses. Merci, Dr Abdrahman Boudiba. Merci de m'avoir invité, nous avoir donné l'occasion de donner notre avis et de parler sur l'industrie pharmaceutique nationale. Et on vous souhaite encore plus de succès avec l'arrivée de la biotech, enfin avec vos activités pour le développement de la biotech, mais aussi avec l'arrivée de ces vaccins et leur production locale. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. Alors, je ne sais pas si vous vous en rappelez, vendredi dernier, c'était Kenza Nechar qui était sur le plateau. Elle était avec Karim Tedjini, qui lui est un passionné de randonnée, d'aventure. Il est web reporter, il sensibilise aussi au respect de l'environnement. Mais c'était surtout à l'occasion de la journée mondiale des zones humides. Et ça tombe très bien, la célébration était hier. Et Adel Bouhames nous en parle. Il revient sur l'importance de ces zones humides, mais aussi sur où les retrouve-t-on exactement. Adel Bouhames, on se retrouve juste après. C'est tendance. C'est bon. C'est pas. Aïda est aujourd'hui l'une des plus belles zones humides que compte cette wilaya et qui revêt une importance écologique et biologique indéniable qui lui ont valu d'être classée au titre de la Convention internationale Ramsar pour la préservation de la faune et de la flore de la région. Le site il fait partie du Chott Chergui qui est une zone humide classée Ramsar. classée Ramsar en 2002 par la conservation des forêts de la wilaya Saïda. C'est un site d'une grandeur très importante. Même il est classé après le Chott Djiri de la Tunisie, il est classé le deuxième dans le nord d'Afrique. Parce que c'est un type rare de zone humide. Ce barrage compte plusieurs espèces d'oiseaux d'eau migrateurs, des colverts, des tadornes et des flamants roses notamment, ainsi que d'autres espèces d'oiseaux de la région. La classification de Ain Khouna par une convention internationale est une consécration des efforts de l'Algérie visant la protection des zones humides, la préservation de la diversité biologique et la concrétisation du développement durable. Il y a une espèce floristique, il y a le poirier sauvage, Pyrrhus garbiana. C'est une espèce endémique de l'Algérie où il y a la wilaya de Saïda. La conservation des forêts a des essais pour conserver, pour sauvegarder l'espèce. En plus de son importance écologique, l'étendue d'eau de Zalaguet est aujourd'hui la principale source des eaux souterraines de la région du Chott Chergui. Voilà, c'était Adel Bouhames qui parlait des zones humides. Vous visitez souvent les lacs, Non. Comment? Les lacs, les trucs, c'est pas votre truc, vous? Ah si, effectivement, oui. Vous allez où? Ah bah, il y a le lac de Afkadou à Constantine, en fait à Abijaya, je crois. Oui. Et elle était impeccable. Vous avez déjà été? Oui, effectivement. Ah, c'est bien ça. Vous voyez, les jeunes qui voyagent, qui découvrent leur pays, c'est fou ça, et c'est beau en même temps. Bienvenue à vous, Feriel Oussif. Vous êtes doctorante en communication d'entreprise, vous êtes à Alger 3. Donc, ouais. Université 100% algérienne. Vous êtes chargé de la communication d'un programme sur lequel on va revenir dans quelques instants. Alors le programme sur les technologies de l'information, de la communication au service du développement durable. Qui initie ce programme à la base? D'abord, bonjour l'Algérie, bonjour Mahrez, merci Bienvenue beaucoup d'avoir nous accueillis. Donc, ce programme ICT for Sustainability, c'est un programme initié par des jeunes Algériens qui sont actifs dans la société civile, qui sont passionnés par l'entrepreneuriat, des enseignants à l'université comme moi-même. Donc, on a décidé entre nous de pourquoi pas lancer des formations en faveur des jeunes Algériens qui sont passionnés eux-mêmes par l'entrepreneuriat. Voilà.
Alors, qui sont ces jeunes actifs? Alors, vous dites quelques enseignants, des doctorants un peu comme vous, mais pas que. En fait, il y a par exemple la directrice de programme, c'est Madame Afef Assès, c'est donc la directrice de programme SDGs Advocate Algeria. Elle est aussi directrice d'un pôle de langue dans une école de langue. Oui. Aussi, il y a Nasreddin Samar, c'est un enseignant donc, pour les enfants. Il y a moi-même, je suis enseignante à l'université et doctorante. Et puis, à chaque fois, il y a avec nous des experts, des speakers qui animent les formations. Alors, on va parler un peu de ce programme. Il dit quoi en réalité, ce programme? Au-delà de comment il est nommé programme sur les technologies, de l'info, de la com et au service du développement durable. Donc en fait, Mahrez, l'ICT for Sustainability, c'est un programme qui a marié entre tout ce qui est technologie et durabilité. Donc il consiste à animer des ateliers dans 3 wilayas principaux en Algérie. Donc on a commencé par Constantine, la ville des ponts suspendus, et puis Oran. Et puis on a clôturé hier à Alger. Donc le programme consiste à animer des formations dans 3 jours. Oui. Donc en faveur des jeunes Algériens, presque 90 jeunes Algériens, leur âge entre 18 ans et 35 ans. Donc, on fournit pour eux des sessions de formation sur la communication digitale, la stratégie de communication digitale, la sécurité digitale, mais aussi comment élaborer un projet, comment trouver des problèmes dans la société et les convertir pour effectivement des opportunités, et puis des idées, et puis des projets. Voilà. Comment se fait la sélection des personnes qui assistent à ce programme? En fait, on était très sélectifs. D'ailleurs, on a choisi les pipites des Algériens. Donc, via les réseaux sociaux, on a lancé un formulaire. Donc, on a posé plein de questions. Quels sont les SDGs? Est-ce que vous êtes actifs dans la société civile déjà? Est-ce que vous êtes actifs dans les clubs universitaires? Et effectivement, on avait avec nous des chefs d'entreprise qui sont jeunes, même pas 25 ans. Il y avait des doctorants. Il y avait aussi des gens qui ont 18 ans, mais effectivement actives. Donc, on était très sélectifs. Ce qu'on va faire, on va suivre un reportage qui raconte un peu ces sessions de formation et ce programme sur le développement des technologies de l'information et de la communication au service du développement durable, enfin la compatibilité entre les deux. Et on se retrouvera juste après pour en parler, pour développer un peu plus la thématique. Allons-y. Après Constantine et Oran, c'est au tour des jeunes Algérois ambitieux d'entreprendre des projets au profit du développement durable, de bénéficier d'une session de formation en leadership. L'initiative ICT for Sustainability est une initiative lancée par des jeunes Algériens qui a commencé à Constantine et à Oran. Et là, on est sur Alger, aujourd'hui avec 40 jeunes étudiants et jeunes entrepreneurs. Donc, on a visé 90 étudiants et jeunes entrepreneurs aussi dans les wilayas, Oran, Constantine et Alger. On travaille dans les domaines de la durabilité, de l'éducation, de l'ICT, de la nouvelle technologie. Et même, on incite les jeunes, on les forme à la prise de parole en public et la création des projets. Une trentaine de jeunes Algérois ont prouvé un engouement important au programme ICT for Sustainability. Essentiellement porteurs de projets, leurs attentes sont importantes. Ce programme de la technologie de l'information et de la communication est dédié à 30 jeunes citoyens actifs d'Alger. Et donc c'est pour booster les jeunes un peu et de faire part de leurs idées. Et cela va créer une synergie qui va automatiquement apporter un plus à notre société et développer, pourquoi pas, surtout le domaine associatif, qui va permettre à ces jeunes-là de faire part de leurs talents, de leurs compétences et pourquoi pas bâtir une Algérie prospère et saine, et voilà. Je suis là parce que je suis porteuse de projets qui visent l'éducation en Algérie dans les zones rurales, et je suis là pour apprendre les ateliers, comment implémenter mon projet dans les bonnes conditions en incluant la technology and sustainability, et en plus pour rencontrer des gens qui ont le même mindset que moi, pour pourquoi pas être parmi mon équipe. Pour ce faire, des workshops portant sur des thèmes variés, notamment le marketing de soi, la prise de parole en public, l'éducation aux médias digitales, sont programmés durant 3 jours de formation. Mon intervention aujourd'hui pour cette conférence sur le développement durable et ICT, c'est plus par rapport à que les étudiants aujourd'hui essayent d'avoir leur
identifier leur purpose in life et qui développent sur le long terme et vraiment avoir cette idée de comment être leader dans un milieu en Algérie qui est très... il y a beaucoup de challenges et avoir ce côté positif mindset qui permet leur réussite dans la vie. L'intervention sera sur l'importance des TIC sur l'entrepreneuriat social, mais ça ne va pas se limiter rien qu'à ça. Ce sera aussi une séance très pratique afin de donner des idées très réalistiques pour les jeunes, afin de générer des futurs entrepreneurs dans ce domaine-là. Et la deuxième séance sera sur la neuromarketing, qui est une tendance très, on va dire, très pratiquée en Europe, mais aussi dans le monde et qu'on n'a pas l'habitude de faire ici en Algérie. Le marketing en général, mais la neuromarketing en plus spécifique, on va dire. Le programme ICT for Sustainability est donc un programme riche dont les fruits seront certainement cueillis sur terrain par l'implantation de nouveaux projets en développement durable. Et la dernière séance avec moi. Voilà, c'était Nolhouda Bouzgaou donc qui a suivi la session d'Alger. Combien de jeunes ont bénéficié de cette formation depuis Madame Oussif Faria. D'accord. En fait, depuis Constantine, on a plus que 90 jeunes Algériens. Ouais. Voilà. 90 jeunes Algériens. Alors venant de domaines confondus, évidemment. Voilà, effectivement, Ouais. donc l'entrepreneuriat, la communication. Récemment, on était passionnés, il y avait beaucoup de journalistes qui viennent de Ouais. l'ETFC, de journalisme, ça c'est Ouais. super pour nous en fait. Alors comment allez-vous mesurer l'impact de vos formations? Effectivement, après donc nous, il y a des formations et puis après, pour la troisième journée, il y a le coaching. Donc on va Ouais. coacher les participants à développer un projet, à pitcher leur projet devant Ouais. des gens. Et puis il y a 3 gagnants. Après, ce qu'on va faire, il y a une étape de mentoring. Donc on va suivre les projets Ouais. pendant 2 mois. Et effectivement, on a lancé... En fait, Pendant combien de temps? 2 mois, effectivement. Et puis, il y aura nous, en tant qu'équipe fondatrice, mais aussi, il y aura les experts qui sont avec nous. D'accord. Et donc, s'ils ont des informations, on aurait toujours à leur coûter. Et puis, effectivement, on a ouvert via les réseaux sociaux, donc une plateforme, un groupe. Ouais. Il y aura toujours le networking entre nous. Et voilà, c'est comme ça. Donc on le va monitoring va durer un peu plus longtemps que prévu. Effectivement, voilà. Oui. Voilà. Alors, l'anglais, ce sera bientôt la deuxième langue du pays, vous pensez? Ouais. Why not? Yes. I think. Pour le moment, j'imagine que les jeunes Algériens s'orientent vers cette... Oui, parce que beaucoup Voilà. vous êtes en 3e cycle, vous êtes Voilà, doctorante, vous êtes effectivement. enseignante déjà, Ouais. mais même pour les 1er et 2e cycles, de plus en plus d'étudiants, d'associations d'étudiants, de programmes, pas comme le vôtre, pas sur l'éthique forcément, Oui, mais sur oui. les technologies, sur le digital, sur l'entrepreneuriat, sont menés aussi par des étudiants qui quelquefois sont en 1e, 2e et 3e, et on se rend compte qu'ils se dirigent doucement et sûrement, Effectivement. mais surtout de manière maîtrisée vers l'anglais. Et vous pensez, vous, sincèrement, que ça pourrait être la 2e langue du pays un jour? Il viendra le jour, why not, Ouais. effectivement. Enfin, 3e, hein, parce qu'après, arabe, amazigh, Oui. voilà, Oui, langue Inch'Allah. étrangère. Pour Voilà. nous, Mahrez, en fait, pour le programme de ICT for Sustainability, effectivement, on a exigé l'anglais comme parmi les critères, mais Mahbinech qu'on a un handicap. Donc, effectivement, on parle aussi en arabe, en français, pour laisser la chance pour tout le monde pour apprendre. Alors, vous, votre parcours, aujourd'hui, vous êtes doctorante, vous êtes passée par une université à l'étranger aussi. Vous êtes passée par le Liban. Oui, c'était en fait c'était l'Académie de Media and Digital Literacy à Beyrouth. Et puis, effectivement, cette expérience au Liban, c'est elle qui m'a orientée vers tout ce qui est digital. Oui. Je suis passionnée par le digital. C'est la même chose pour mes coworkers. Madame Afaf Assès, elle était aux États-Unis par exemple, Nasreddin. Ouais. Donc, ils étaient dans des universités de ouf, quoi. Donc, ils t'almou bzef des choses, voilà. De ouf, les gars. Voilà. Et t'as eu le truc. C'est bon, c'est réglé. Et vous êtes prof à l'ITFC, vous enseignez qui? Donc, des étudiants de première année. Première donc, année. oui, effectivement, Quel dans module la méthodologie de la recherche scientifique. D'accord. Voilà. Ouais. Ah, c'est un petit peu technique. bizarre, effectivement. Ouais, c'est un peu. Ouais, c'est. Faudrait C'est un peut-être petit peu carré, réfléchir hein. à la refonte de l'école supérieure de journalisme. Je dis rien. Je suis pas contre les classiques, mais d'accord, on me dit déjà ok. Parce que je vous explique, il y a Myriam Makek, il y a moi. Nous avons fait 2 ESJ complètement différentes. D'accord. La mienne est basée sur
un courant et la sienne, c'est la vôtre. Et donc, du coup, on peut ne pas être d'accord tout le temps sur la méthodologie, sur les... Bien sûr. Ouais. En fait, j'imagine qu'en tant que jeune ou bien académicien, je ne dois pas être académicien, that's all. Je suis professionnel aussi, donc je touche la digitalisation, je touche le professionnalisme, ça c'est très important. Et en fait, la méthodologie de la recherche scientifique, elle est basique, elle est très importante aussi. C'est ça, c'est la base de tout. C'est la base de tout, effectivement. Merci d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup. Quelle est la question que j'aurais dû poser, mais pas posée, à laquelle vous auriez souhaité répondre? Est-ce qu'ils étaient satisfaits, les participants? Bah oui, c'est vrai. C'est fini? Oui, malheureusement. Pour Alger, c'est fini aussi? Oui, c'est fini, mais vraiment, c'était une expérience de ouf, voilà, avec eux. Hier, on a posé des questions à eux, comment ça a été. Il y a par exemple un participant il a dit qu'elle était exceptionnelle, on a aimé ça. Donc j'aimerais bien qu'au futur, on va initier aussi d'autres initiatives. Et qu'on nous supporté par des institutions comme la télévision algérienne et des institutions de gouvernement, Inch'Allah. Merci d'avoir été là. Je vous remercie. Félel Oussif, rappelons que vous êtes doctorante en communication des entreprises, enseignante à l'École supérieure de journalisme d'Alger. Et vous faites partie de ce programme, vous êtes l'une des initiatrices de ce programme qu'on appelle en anglais ICT for Sustainability. Voilà. Merci Thank you very much. Thank C'était you. un plaisir de vous recevoir. Merci. Quant à nous, tiens, expo collective dans une galerie qui s'appelle le... Je le dis ou je le dis pas? Parce que chacun comment il prononce le nom. Alors je vais laisser ma chère amie Nassiba Djaidir vous raconter cette expo collective, vous présenter cette galerie. Moi j'ai eu le plaisir de la présenter ici sur le plateau avec la galeriste. Et ben ce sera l'occasion de la redécouvrir. Et puis juste après c'est l'équipe du dimanche, Siham Kenouch pour les contes, Myriam Moussaïd pour les plantes. C'est parti. Dans l'atmosphère ambiante de la galerie, des œuvres d'art qui accrochent le regard. Des œuvres d'art signées par 5 artistes peintres. Des artistes peintres que la Galerie Le Pan accueille dans cette exposition. À chacun sa source d'inspiration, son expression artistique et ses outils de travail. Dans ce champ thématique, ces exposants nous dévoilent bien des émotions. Je suis à ma deuxième exposition à la galerie. Donc avec nous, il y a 5 artistes plasticiens, chacun avec son style différent de l'autre. Par contre, ils ont un point commun et c'est les couleurs. Donc ils ont une palette de couleurs très intense. Il y a le bleu majorel qui est très présent, le rouge intense. Il y a Yasmina Saadoun qui est artiste plasticienne de Constantine, qui est professeure à l'école des beaux-arts de Annaba. Avec nous, il y a Bouchta qui est aussi artiste plastique. Donc toujours avec sa palette de bleu, de vert. Et avec nous, monsieur Abdelrahman Kahlan avec ses fameuses kasbahs modernes très colorées. Il y a aussi avec nous un artiste, un jeune qui est didacte, Azougli, donc là, les tableaux qui sont juste derrière moi. Donc il a une très belle composition, il y a du grattage, il y a de la matière dans son travail. Et aussi avec nous, il y a Jahida Houadif, qui est dans l'art naïf, avec ses belles couleurs, ses formes, les silhouettes de femmes, les oiseaux, il y a même des ponts dans ces tableaux. Cette exposition met en lumière le talent des uns et des autres. Dans la douleur ou la joie,
des œuvres qui révèlent et interpellent. Les artistes travaillent sur le temps, la mémoire et le récit vers l'imaginaire. Des artistes qui mettent bel et bien en scène leurs émotions dans une galerie qui encourage l'expression de la diversité. Chaque dernier samedi du mois, il y a une exposition. Donc, par exemple, le mois de février, on a avec nous une japonaise qui fait de la lithographie. Le 23 mars aussi, il y a avec nous Monsieur Bouchta, donc pour une expo, une rétrospective. Donc, il y aura même des ateliers vivants sur place pendant une semaine. Juste après, en avril, on va faire une collaboration avec l'école des Beaux-Arts. Donc, il y aura des étudiants des Beaux-Arts qui vont exposer ici. Dans son calendrier, un riche programme en perspective attend les artistes, les amateurs d'art et les collectionneurs. Et pourquoi pas le grand public. Je jure. Tu en parles. Bonjour, on est à l'antenne. Vous n'oubliez pas quand vous venez, Ah ouais, on papote avant. Faire le poulailler ici. Ah bah écoutez, comme nous avons un seul coq, bah on s'amuse bien, n'est-ce pas? C'est moi le coq. Bah, tu vois d'accord. Je suis le coq algérien qui fait... Serdoukna Karakouch. Celui qui gueule à 2h du matin parce que le lampadaire du quartier... C'est pas de ta génération. C'est vous qui m'avez raconté ça? Je vous ai dit que le coq dans mon quartier... C'est les lumières qui le... C'est les lumières. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de lumière. Et alors, maintenant, c'est quoi le problème? Il n'a pas de lumière. Il habite près de chez toi. Il a pété les plombs. Il y a des ondes qui... C'est un coq déprimé, il doit avoir des problèmes, il faut aller chez un psychiatre. Sérieusement. Non, sérieusement, la semaine prochaine, je ramène vraiment la tablette avec un numéro de téléphone, vous pourrez nous écrire. Et vous pouvez même nous raconter des anecdotes. Si vous aussi, vous avez vécu l'histoire du coq en plein capital. Alors, j'imagine les gars. Maintenant, il y a des explications plutôt mystiques, etc. Bon. Vous savez, je vais vous dire, j'habite à côté de la fac de droit. Et alors? Ouais. Alors, j'habite à côté du Mouflon d'Or. Alors, moi, j'ai grandi avec... j'ai grandi les dernières années, hein, avec des marcassins et des comment on les appelle les sangliers. Et les sangliers, qui sortaient de la forêt. D'accord. Voilà. Je ne les mangeais pas, ils venaient. Donc, du coup... Et ça, c'était normal. C'était la forêt, la grande forêt du parc d'attractions, du parc zoologique, du Mouflon d'Or, c'est normal. C'est des espèces... Et le pâtissier, là, qui faisait des bons gâteaux, est toujours votre voisin, votre ami? Il y avait un pâtissier là, à côté de chez vous, qui faisait... C'était pas un pâtissier. C'était quoi, un boulanger? C'est le Qawaji Talhouma. Ouais, bien. C'était à Trek, t'as le parc d'attractions, j'étais chez Rachid. Vous connaissez chez Rachid? Il faisait des bons croissants. Il faisait pas de croissants. Ah ouais, juste non, un petit il faisait café. Il faisait ça, et t'avais les livreurs. Et comme je faisais le 6-9 la matinale à l'époque, à 5h du matin, je l'ai fait ouvrir, moi. Ah ouais, il faisait pour ça. Ah non, mais moi, si vous avez un problème avec des employés qui veulent pas faire le job, ramenez-moi. Une semaine, je vous jure qu'il remplit les jobs. Et il s'est mis à ouvrir. Avant, il ouvrait à 7h30, 7h, 6h30. Je l'ai fait ouvrir. Et qu'est-ce que sa spécialité? C'était un bon café. Ouais, bien pas cher serré. déjà. Ouais. 25 dinars. C'est pas... Et le croissant à 15 dinars. Bah, après le croissant, c'était plutôt... c'est de la margarine en pâte. Hein. Il parlait le croissant. Tu le mangeais, il disait, t'as pas fini toi? Alors du coup, ça t'a fait rire? C'est la première fois que j'avais rire. Mon or, madame. Alors oui, j'arrive au sujet des débat, j'y arrive. Et non, mais alors les sangliers et tout, j'ai connu ça. Mais le coq de 2h du matin, si vous aussi vous l'avez vécu, dans une ville, en plein zone urbaine, vous avez un coq et il commence à 2h du matin. Mais la journée, il les tue. Il est mort. La journée, il me rappelle mon cousin. Il dit, lui, c'est la fête, le matin, il dort. Il dit, ouais. Voilà, sérieusement. Mais sérieusement. Mais voilà, c'est un coq sans poule. Peut-être qu'il est seul, le pauvre. Parce qu'il a besoin d'une ou deux poules. Il nous a pris pour les poules du quartier. Là. Il est en train de vous lancer un SOS. Chérie, mets tes plumes. On va voir le coq. D'habitude, on parlait de Serdoukna Harachi. Maintenant, c'est Serdoukna Tassaïd. J'aime bien l'expression Serdoukna fouq stahkoum. Ou Serdoukkoum fouq stahna. Tu la connais? Toute une émission. Oui, voilà. Lazim toute une émission à le coq. Toute une émission. Ça parle de coq. Je peux le ramener.
Tu peux le ramener. C'est toute une philosophie. Et oui, même quand Alors, on sacrifie, on sacrifie. Dans les notre années coq, 90, on hein. regardait des émissions, ils ont ramené des éléphants dans des studios de télé et tout. Moi, je vais ramener un coq. Voilà, c'est. Ah, mais j'allais le Allez, faire, ça va être mais notre bon. coqueluche. Allez, on fait. Ils ont ramené des éléphants. Ouais. Alors, du coup, ce matin, vous allez nous raconter quoi? Un conte très très spirituel et philosophique qui a une analyse assez profonde. Donc je pense que c'est assez captivant. Il s'agit d'un village qui est à côté d'un monticule et sur un monticule, un arbre. D'accord, 2 secondes. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé de quoi, vous? Des géraniums. Vous les avez piqués à la direction des ressources humaines, aux finances ou à la direction Absolument générale, pas. ça? Jamais. Cela, c'est mes géraniums à moi que j'ai bouturés il y a quelques semaines. De toute manière, dans une semaine, il y aura la tablette, vous pourrez dénoncer. On va faire balance ton voleur de plantes. Allez, chiche, il n'y a pas de souci. Alors du coup, ce village sur le monticule, oui, bah oui, forcément, on a envie de rêver un peu. Ok, au fait, c'est un arbre qui est très beau, très grand, avec 2 grandes branches principales, une à droite et puis une autre à gauche. Seulement, il avait des fruits beaux, véritablement lumineux, qui étaient là, donnaient envie d'en croquer, etc. Mais les habitants n'en touchaient pas, parce qu'en fait, il y avait des fruits qui étaient empoisonnés dans le même arbre. Donc, on ne pouvait pas savoir où étaient les bons fruits, où étaient les fruits empoisonnés. Ouais. Du coup, c'est un arbre qui, si vous en mangez un fruit, tu peux avoir la vie, tu peux mourir et voilà, très bestemtem. Et puis un jour, après qu'il y a eu un été très chaud, un automne vraiment sec, un hiver glacial, il y avait la famine au printemps. Et les gens du village n'avaient plus rien à manger. Ils montèrent tous à côté de l'arbre et ils commençaient à le regarder. Comment faire et comment faire et comment faire. Or, un petit garçon, un gamin de 4 ans... C'est-à-dire que malgré les saisons, rien n'a poussé sauf l'arbre qui Il n'y avait que l'arbre qui restait maudit, ici, là. Ouais. Et il y avait un petit garçon de 4 ans qui arrive, qui se met sous une branche, il prend un fruit et le croque. C'est quoi comme fruit déjà? On ne le sait pas, c'est un fruit miraculeux. Mais en fait, il le prend, il le croque et tout le monde le regarde. Le garçon n'avait rien du tout, il a survécu du côté, on a compris que les fruits qui étaient du côté droit, bon, ils étaient bons. Du coup, ceux qui étaient du côté gauche, c'était les fruits empoisonnés. Alors, tout le monde a mangé, tout le monde a suivi le petit gosse, tout le monde s'est régalé des fruits du côté droit de l'arbre. Et puis, la nuit, quand tout le monde était rassasié, comment on fait avec cet arbre, allez, on va le couper. On a coupé le côté gauche, le côté empoisonné, on a gardé juste le côté droit, donc le côté donné la vie. Le lendemain, l'arbre était mort. C'est-à-dire que la vie ne va pas sans la mort. Et c'est-à-dire que si tu veux éliminer la mort, il n'y aura plus de vie. Et c'est-à-dire qu'il faut prendre le risque pour rester vivant. Mais tu ne pourras pas vivre sans tenter la mort. Je vous ai dit que c'était très très profond, très philosophique. Moi, j'ai pas compris ça. Oui, je fais me tahnouni. Maman. قولي وانا فاهمه. Ça va finir comme ça, c'était dans les prochaines semaines, ça va être bien. قولي بك وانا فاهمك ولا غير فاهم وليدي. شوفي يا لالا، انا فاهمك يعني بكل صراحه وبقلبي. نعم تفضل، نحن في الاستماع. إليك الخط. Ça nous ramène à loin, ça. إليك الخط. Vous savez que vos collègues qui vous regardent là maintenant, ils se disent que vous êtes en train de vous moquer de... Pas du tout, je me souviens. Et je suis d'accord, elles sont en train de se moquer de vous. Pas du tout, pas du tout. Je rigole. Je rigole. Non, en fait, il y avait une émission, je me souviens, j'étais petite quand je la regardais, c'était ça. Donc, ils étaient, chaque animateur était à l'autre bout, après elle lui disait Hal tasma'ouni, et après il lui disait Naam, ana asma'oui. Donc, c'était un dialogue un peu comme ça. Donc, tu m'as ramené un peu en enfance. Allez. Alors, moi, j'ai compris que dans chaque être, il existe du bon et du mauvais. Il faut juste savoir prendre le meilleur et laisser le mauvais. Au fait, après, vous pouvez continuer sur la mort. Mais moi, c'est ce que j'ai, moi, je suis un peu plus humain que vous. Au fait, vous êtes spirituel. C'est juste que l'arbre représente la vie. C'est ça. Les deux faces de la vie. Donc, il y a du bon et du mauvais, et on la prend comme elle est. Et il y a la mort. Dans un rêve, on m'a applaudi. Ça veut dire quoi? C'est la fin, ça y est. Non, sérieux, on m'a applaudi dans un rêve.
Dans un rêve, on m'a appelé. déçu. Eh, c'est qui nous dans un rêve, on m'a Non, appelé. non, sérieusement, je suis très déçu. Oui, que tu veux À que je te votre dise place, il y a quelques années, il y avait Mehdi. Oui. Et à chaque fois que je lui racontais un bout de rêve, il Il me racontait t'expliquait. la suite. Allah يبارك. Ah, mais t'es là, t'as le tel. Sincèrement, je suis vraiment déçu. Là, bah, Non, mais je vous le dis. Je vous le dis. Je pensais vraiment que j'ai gardé le rêve chez moi pendant 2 jours. سلاح خيانة. Tire les mouchoirs vite. Allez, c'est une réussite qui s'annonce alors. Prendre les choses tout du bon N'importe côté. quoi, ouais. Eh si, c'est le pouvoir de la non, ça pensée veut dire autre positive. chose. Et si, ça marche même avec les plantes. Alors, les plantes. Eh oui, plus tu es positif avec elles et plus elles fait. Ça veut dire s'en occuper, c'est ça? C'est-à-dire que oui, il faut s'en occuper. En fait, Ouais. elles sentent les, faut qu'on le croit ou non. Donc les plantes sentent l'attention qu'on leur donne et sentent les, on va dire les vibrations, les ondes qu'on dégage. Tout ça, les plantes le sentent. C'est pour ça il y a certaines personnes qui ont la main verte et d'autres qui n'en ont pas. Il paraît même que ça dégage des ondes qui deviennent quelque part de la musique, qu'on peut traduire les ondes de chaque fleur en musique, en notes musicales. Il y a une recherche qui a été faite sur ça. J'ai trouvé que c'était extraordinaire. Voilà. Alors, donc pour revenir aux plantes, c'est absolument pas celle de la Pour réception. toujours, tu m'intéresses, c'est ce qu'elle vient de dire. Non, du tout. صفقوا عليك في المنام واش نقول لك واش نزيد والله لك غير صفقوا عليا وهضروا عليا. وفي المنام. Non, non. Je m'y voyais déjà. Alors donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, pourquoi j'ai ramené ces géraniums, c'est que généralement, on dit toujours que c'est au mois de mars qu'on commence à faire les semis, qu'on commence à faire le bouturage. Et ben moi, j'ai commencé à faire ça un peu plus tôt et ça m'a donné des résultats. Donc, on peut faire, maintenant c'est le mois de février, on va prendre un peu d'avance. Donc, ne pas attendre le mois de mars. On peut commencer à faire nos boutures à condition, bien entendu, de les mettre dans un endroit chaud, de les mettre un peu à l'abri du vent. Ça veut dire toujours essayer de les cacher avec d'autres plantes, mais surtout beaucoup de lumière. C'est vraiment la condition sine qua non. Donc, à une exposition lumineuse, savoir qu'elle bien sûr prendre, comment faire, et s'il y a l'art et la manière, il y a quelques techniques à connaître. Et voilà, donc vous aurez, comme vous pouvez le voir, au mois de février, ça a fleuri. Donc cette branche, je l'ai plantée au mois de décembre, et pourtant Dieu sait qu'il faisait pas très très chaud. Et voilà, donc au bout de, on va dire un mois et demi, ça a fleuri, donc bien avant le mois de mars. Et c'est ce que font les pépiniéristes. Donc ils prennent un peu de l'avance, de façon à ce que quand on se rend dans une pépinière, on trouve déjà tout fleuri. On peut le faire soi-même, bien sûr. Il faut aimer, il faut avoir envie de le faire, tout simplement. Tout simplement. Voilà. On regarde le reportage? Bah oui, vous êtes allé où? Alors j'étais à Stawali. Donc Stawali, je vous dis, j'ai fait énormément de pépinières et c'est vraiment l'adresse où vous trouverez le plus de variétés de géranium. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup, il y a de nouvelles variétés. Ça, en ce qui concerne celle-ci, c'est une variété ancienne. Donc pratiquement tout le monde l'a. Il y a des variétés beaucoup plus récentes comme celle-ci. Alors regardez, celle-là, Mahrez, regardez comme elle est petite. Alors là, comme je vous ai dit, le secret... elle est jolie. Elle est comme frisée. Légèrement frisée et la fleur est pourpre. Vraiment, vraiment très, très, très belle. Donc, plus compliqué à prendre, faut le dire. Donc, les nouvelles variétés sont beaucoup plus compliquées Légère, fragile. Oui, très fragile, un peu moins, on va dire, un peu moins résistante. Non, ça sent pas, bien sûr. Voilà. خليها تنوض وخلي تخرج la feuille. Généralement, les fleurs, elles sont pas odorantes, les géraniums. On Faut pas va compter sur à ça. Stao. Vous connaissez Stao? Yes, C'est on où? y va. Let's go. Staoli. Parce que Amel Olmi il dit pour Tiksrain, il dit Tiksrain. Moi je dis Stao pour Staoli. Ah, c'est Maya Amel Olmi en plus, c'est deux. C'est les deux. Deux au prix d'un. Allez, on va à Stao sans plus tarder pour découvrir un pépiniériste qui va nous parler des géraniums. C'est parti.
Bien, hein? Oui, très très belle pépinière. Magnifique. Donc comme vous avez pu le voir, alors vous choisissez, avant on choisissait que les couleurs de fleurs pour le géranium. Maintenant vous pouvez même choisir le feuillage parce que même au niveau des manipulations, on manipule même le feuillage. Donc même maintenant les feuilles sont très belles. Même si votre géranium n'a pas de fleurs, eh ben, le feuillage vous donnera on va dire de l'éclat, vous donnera des couleurs. C'est vraiment très très joli. On va dire que maintenant on peut faire de très très belles compositions au niveau des fleurs et au niveau des J'aime bien comment vous avez synthétisé. Ah ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. J'adore il existe votre plusieurs terrasse, votre balcon est super beau. Vous avez encore une vue sur son balcon? Oui. Bah oui. Ouais. Et oui. Tu vois? Ça va, il est bien le quartier? Pas mal. Il fait combien de mètres carrés? Le mec, Sabine, il fait combien de mètres carrés? Tu viens à la maison avec le maître et... Non, il fait combien de mètres carrés? Faites une photo, je fais un live Facebook. Ah, ça remonte à loin, ça. Ouais, c'est l'Antiquité. Eh ben, je vois. Voilà. Non, mais ils sont mieux. C'est mieux, ouais. Oui. Moins fragile. Ah oui? Ah ouais. Non, la regarde. batterie m'attache. Normal, hein? Sincèrement. Et juste après, tu reprends l'appel avec elle. Qu'est-ce que je te disais? Ma chérie. Oui, non. Là, je t'ai pas énervé. Non. Si, il a vibré. Il m'a sauté des mains, il voulait s'enfuir. Regardez, il marche toujours. Ah, c'est cool. C'est vrai que c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal, c'est pas cher. Et puis. Merci que ça rase. Ouais, en plus, moi je trouve que c'est bien. Moi, depuis que je l'ai, je suis content. Bon, après, j'ai du mal à écrire des dessins. J'ai du mal avec l'écran, mais sinon, il est plus. Demande à Old School, ils avaient l'habitude juste avec le pouce de pouvoir écrire. Maintenant, les nouveaux, c'est avec les deux, bien sûr, puisque c'est des tactiles. Nous, avec un seul doigt, on y arrivait. Ouais, mais c'est Vas-y, fatigant. c'est juste maintenant. une question d'exercice. Ouais, mais c'est fatigant. Moi, j'ai pris déjà du poids sur le poids. Allez, on va suivre un collectif. Vous connaissez le collectif Tolba? Oui, bien sûr, Ouais. bien sûr. On va suivre un reportage sur le collectif Tolba et puis on se retrouve juste après. Yes. Mus par leur volonté d'apprendre et les rêves qu'ils nourrissent pour une agriculture verte, ces stagiaires sont les heureux bénéficiaires de Potalger, un projet initié depuis octobre dernier par Torba, un collectif à l'ADN écolo. Potalger est destiné aux jeunes de 18 à 30 ans. Potalger, ça fait potager, ça fait le projet de potager individuel par famille. Donc on voudrait que chaque jeune puisse avoir la possibilité de produire ses propres aliments sains. C'est comment respecter la nature, la première des choses, et comment on peut se nourrir de nous-mêmes. On mange qu'est-ce qu'on a planté. Consommer ce que l'on a cultivé est le principe de Potalger, basé sur la permaculture. La permaculture, c'est une agriculture qui ressemble à la forêt, au concept de la forêt, qui est une agriculture durable, parce que la forêt, elle a des millions d'années, et elle se suffit par elle-même. Elle n'a pas besoin d'engrais chimiques, elle n'a pas besoin de pesticides, elle n'a pas besoin de labour. Il s'agit donc de mimer la forêt pour produire sainement et sans agresser la nature. Tous les fruits et légumes que nous consommons sont pleins de produits chimiques et engrais. C'est pourquoi j'ai voulu apprendre la permaculture qui permet de produire des produits bio sans pesticides. En outre, nous fabriquons notre propre compost, donc on sait très bien ce que contient notre produit et ce que nous consommons. Avec la permaculture, beaucoup de gens, et ce même dans les zones urbaines, ont la possibilité à travers des jardins partagés par exemple, de produire pour s'autosuffire. Le stage dure 5 à 7 jours, période durant laquelle les stagiaires acquièrent la pratique de la production agroécologique. On travaille beaucoup sur le recyclage, donc comment utiliser les déchets de cuisine, comment utiliser la paille qui est jetée ou les déchets de culture. Tout ça, le carton, tout ça, on va l'utiliser pour faire du recyclage dans le jardin. Parce qu'on a vécu nous-mêmes dans les jardins partagés, donc on a pris une surface, on a pris un petit morceau de terrain chacun. Et j'ai réussi quasiment à produire tous mes légumes de l'année sur une petite surface de 100 mètres carrés. Pour 100 mètres carrés, il faut une demi-journée par semaine. Les stages sont gratuits. Potalger offre même aux stagiaires le couvert en attendant de pouvoir leur fournir le gîte à travers le principe du woofing, c'est-à-dire leur garantir l'apprentissage, l'hébergement et la restauration contre quelques heures de travail dans les champs.
Voilà, Potalger, un programme lancé par le collectif Torba, que vous connaissez d'ailleurs. Oui, très, vous très pouvez bénéficier d'une petite parcelle de terre, ça dure 5 à 7 jours pour les formations. Et puis c'est des potagers collectifs, mais des potagers par famille quelquefois. Voilà. Vous avez votre potager, vous? Bah non. Bah absolument pas, mais c'est dommage. J'aurais bien J'ai aimé. avancé sur le projet de l'agriculture si vous voulez me rejoindre. Ah, il n'y a pas de souci. Ouais, parce que Par contre, juste une petite information, c'est que je n'utilise pas de pesticides au niveau de toutes les plantes que j'ai. J'en ai quelques-unes, j'en ai presque une centaine. C'est compliqué, il faut le dire, hein, parce que entre les attaques de pucerons, cochenilles, franchement, c'est vrai que c'est très compliqué. Il y a des moments où je suis obligée presque de faire ça à la main, d'enlever les chenilles, tout ce qui s'ensuit. C'est compliqué, mais bon, pas de produits chimiques. Je suis entièrement d'accord avec eux. Très bien. Voilà. Madame, juste pour vous dire, alors on a un projet d'agriculture, développement de l'agriculture à Béjaïa. Alors moi je suis investisseur. Moi je suis l'investisseur, donc je débrouille les terres et tout. Ouais. Elle va travailler avec mère, femme et enfants et époux, hein, tout le monde. Tout le monde. On a besoin d'une conteuse. Tu sais que ça existe à Cuba? Quoi? Un compteur qui accompagne les agriculteurs. Qui accompagne dans une fabrique de cigares, qui accompagne ceux qui roulent le cigare. Qui le roulent sur leurs cuisses? Non, non, sur des tables. C'est une fabrique et ils roulent sur des tables. Et il y a les compteurs technique, c'était sur les cuisses. Et il y avait le compteur qui est en face. Bien sûr, il raconte son histoire. C'est génial, donc on s'ennuie pas en travaillant. C'était super bien. Oui. Ouais. Alors, je vous juste une parenthèse. Bon, vous êtes toujours partante, hein? Bien sûr. Bon salaire. Ah, c'est clair. Ah, bah, c'est clair. On fait pas du congelé, hein? Pas de patates congelées et tout. On fait que du frais. Une parenthèse. Une chaîne de télévision concurrente, soit dit en passant. Vous avez annoncé que vous avez lu 3000 livres, 5000 livres en 2 années. Bon, moi je peux le comprendre. Et je vous connais. Mais j'ai été attristé par les réactions sur la toile, qui ont été quelquefois maladroites et autres. Expliquez juste ce concept de 5000 livres, parce que même moi au départ, j'ai commencé à faire des calculs, ça faisait un peu beaucoup. Hein. Un livre et quelques par jour. Ça fait 500 par an. 500 par an. 500 par an, mais quel livre on parle? On parle de livres de 10 pages jusqu'à 500 pages. Si on prend un livre de 10 pages, un livre de contes, si tu prends un livre de